Bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournier avec vous. Donc, très content de démarrer la semaine ensemble. On est content que vous soyez là, donc soyez les bienvenus. Et on a encore deux invités de marque cette semaine qu'on vous présente sous peu. Mais avant toute chose, on a notre ami Jean-Philippe qui est là, qui a eu un petit cadeau, je crois, des enfants, un petit cadeau scolaire, Jean-Philippe. Ben oui, exact. Un petit, vous allez entendre ma petite voix, là. C'est ça, on a un bon rhume là, qui va probablement s'avérer être bactérien. Hein, fait un petit rendez-vous avec un médecin demain. Mais oui, je vais parler fort aujourd'hui. Je vais me forcer à donner plus de jus. Good, hey, merci d'être là, Jean-Philippe. Avec plaisir. Bon, on salue les gens qui sont déjà là au rendez-vous. Gino Perron, salut. José Grégoire, salut. José qui fait le coaching, qui a déjà inscrit Go, 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 un habitué, donc il est inscrit dans le chat déjà. Tu as sûrement déjà partagé, José. Merci d'avoir fait. Alexandre, on te salue. Ah, Vicky Chevalier du coaching également. Marie-Pierre d'Anjou qui était à la semaine des millionnaires. Donc, soyez les bienvenus. Merci d'être là. Donc, on espère que vous allez apprécier le moment qu'on va passer ensemble. Avant de vous présenter nos deux invités, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner 2 prix qu'on va faire tirer à la fin, donc vers 12h30, 12h45, dépendamment de vos questions. Et on va pouvoir gagner 2 prix en partageant, en inscrivant le mot Go, Go, Go en majuscule, comme on vient de voir. Et on peut se mériter le coaching de 250 $ de rabais sur le coaching, sur le programme Élite qui a lieu le 21 octobre prochain à Montréal et en virtuel, et un autre 250 $ applicable sur la semaine à Miami, donc comment investir en Floride, qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, à vos claviers, on partage sur nos réseaux sociaux, on inscrit le mot Go, Go, Go en majuscule dans le chat pour être éligible à nos 2 prix. Donc, sans plus tarder, on vous présente nos deux invités de cette semaine, Emmanuel Serra et Patrice Morissette du groupe Serra Conseil. On va parler cette semaine de construction, de rénovation, d'enjeux et d'obligations en tant qu'investisseur. Donc, on vous salue, Emmanuel et Patrice. Salut. Bonjour. Ah, on ne voit plus, Patrice. Tu es disparu. Ah, Patrice, il est là. Patrice, il est là. Donc, merci d'être là. C'est très, très gentil de votre part. Peut-être vous présenter. Qu'est-ce que fait, dans le fond, le groupe Serra Conseil? Donc, on est une firme d'experts conseils pour les entrepreneurs, les entreprises en construction, en immobilier. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient puis on accompagne les propriétaires d'entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, leurs défis, on trouve des solutions, puis on les accompagne là-dedans. Patrice? Oui, exact. En fait, tout ce qui est l'aspect management de l'entreprise, de la construction, nous, on touche ce qu'on appelle le back-office. Donc, toute la gestion de projet, s'assurer que les gens travaillent avec une meilleure fluidité dans la gestion de projet, que les humains dans toute la strate de travail puissent être optimum. Puis à la fin, l'entrepreneur va pouvoir obtenir les profits qu'il a besoin puis une tranquillité. C'est ce qu'on fait. Good, excellent. Donc, oui, on sait que les défis sont nombreux dans la construction, dans la rénovation, surtout par les temps qui courent, beaucoup de choses qui bougent. On parlait en entrée de jeu, en coulisses avec Emmanuel, que la pandémie, il y avait déjà des problématiques avant la pandémie, mais qui se sont accélérées depuis la pandémie. Peux-tu peut-être nous glisser un petit mot là-dessus pour nous mettre l'eau à la bouche pendant que les gens vont s'affairer, peut-être à poser des questions à nos invités dans le chat. Donc, Emmanuel, qu'est-ce qu'on rencontre comme enjeu, comme défi? Bien, comme on disait d'entrée de jeu, merci Yvan, première des choses, de nous avoir invités aujourd'hui. C'est un honneur pour nous d'être là. Dans le fond, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la construction, puis des enjeux, on a toujours eu des problématiques comme dans n'importe quel secteur, mais dans l'industrie de la construction, ça a toujours été bien présent. On sait qu'on est un des moteurs de l'économie, un des 4 moteurs, puis en plus, on est un des secteurs les moins numériques. Donc, ça a quand même une portée aujourd'hui avec le numérique qui prend de l'ampleur. Donc, la pandémie est venue accélérer le temps, est venue accentuer les enjeux, puis les enjeux ont amené à des problématiques qui existaient déjà, mais là, c'est encore plus grand, que ce soit par le manque de main-d'œuvre, le manque de ressources, les dépassements de coûts. On a, que ce soit les échéanciers, le livrable, c'est toutes des problématiques déjà connues de plusieurs, d'autres qui ne connaissent pas, mais que par la gestion à back-office qui a souvent été négligée.
Souvent, on voit ça comme une dépense. On n'a pas nécessairement l'argent pour se payer ces ressources-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on priorise la gestion de projet go, go, go. On veut mettre notre projet à on veut le monter ou on veut le rénover, le finaliser. Mais tout ce qui englobe la gestion d'une entreprise et la gestion en back-office d'un projet ou d'une entreprise est souvent négligé, qui amène à des plus grandes problématiques. Patrice, si tu peux renchérir, je sais que tu vas venir me pointer quelque chose là-dessus. On travaille toujours en rebound. En fait, ce qu'on voit, c'est que le ballon problème grossit là, avec tout ce qui se passe au niveau de la hausse des taux d'intérêt. Avant, il y avait plus de marge de profit que les gens pouvaient jouer, mais maintenant, la marge de profit discrétionnaire est en train de disparaître. Alors, tous ceux qui gèrent moins serré, ben, ils tombent à problème. Mais il y en a plusieurs dans l'industrie de la construction, d'ailleurs, qui risquent de disparaître dans les prochaines semaines, prochains mois à cause de ça. Et ça impacte tous ceux qui sont dans l'immobilier. Hein. On sait, c'est ça le point, là. Il y a un vase communicant entre les gens qui développent des parcs immobiliers, la construction. C'est des vases communicants. Et c'est là qu'on dit, c'est important que les gens dans l'immobilier comprennent les impacts et comment se gère un projet de construction pour être en amont de ça et suivre les différents développeurs aussi et entrepreneurs dans la construction. On ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Et là, la fragilité qui sort par la hausse des taux d'intérêt, les créanciers qui embarquent, la difficulté de paiement, bien là, ça fait faire des rebounds directs avec les délais de livraison des différents parcs. Comment on gère ça? Comment on évite de tomber là? Et c'est ça qui est exacerbé par, entre autres, la pandémie, là. On vient de multiplier, on vient mettre rapidement à découvert tous ces problèmes-là d'un coup. Mais ça arrive comme un océan. Pouf! Un tsunami. Et là, il faut gérer. Là, on tombe là-dedans. Là. On est vraiment là-dedans. Puis si on parle des banquiers, on voit aussi qu'on est là. Et aussi, ce qu'on voit souvent, merci Patrice, ce qu'on voit aussi, c'est que l'investisseur se dit toujours, bien, pour la plupart du temps, là, pas je dis toujours, mais ceux à qui qu'on a jasé, c'est, moi, je n'ai pas besoin de connaître ça, je donne ça à un entrepreneur général ou moi, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça. Mais c'est faux. Tu as besoin de te connaître parce que si tu veux être en contrôle de tes poches, de ton argent, tu as besoin de savoir ce que l'autre doit faire. Parce que si l'autre est à défaut, tu peux devenir responsable, tout dépendamment dans la chaîne de c'est quoi qui se passe puis comment que le modèle d'affaires est monté. Mais tu peux te ramasser avec les problèmes de l'autre. Fait que c'est important de savoir c'est quoi que l'autre est imputable pour ne pas te ramasser avec ça. Justement, peux-tu peut-être pour nous dire qu'est-ce que les gens ont comme fausse croyance que de toute façon, c'est l'entrepreneur général qui s'occupe de ça, moi je ne suis pas responsable. Qu'est-ce que vous voyez comme responsabilité que les gens oublient en tant qu'investisseurs qui pourraient, dans le fond, les La première, c'est la licence RBQ. La première, la licence RBQ, souvent on se dit, moi, j'ai pas besoin de ça, mais tout est dans la question de l'intention. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais si tu achètes dans le but de revendre, automatiquement, tu es supposé avoir ta licence, même si tu donnes des travaux à un entrepreneur général. Fait que vous êtes deux à devoir avoir la licence. L'investisseur qui fait dans le but d'optimiser, dans le but de revendre, et l'entrepreneur général qui doit exécuter les travaux. Parce qu'une licence RBQ, ça te donne le droit d'exécuter des travaux avec des exceptions, mais ça ne te dit pas comment faire non plus. Ça, c'est un autre aspect. Mais la licence RBQ, c'est la première chose. La deuxième, Patrice, vas-y, je sais que tu en as une sur le bout de la langue. Oui, mais qu'on soit directement relié par la RBQ puis ses obligations est une chose, puis le comment. Puis même si dans les cas, on ne l'était pas, ne pas savoir les obligations de l'autre, c'est aussi un problème parce que l'autre a une difficulté à l'heure actuelle à gérer. Puis tout ce qui n'est pas bien fait dans le projet par l'entrepreneur va avoir un rebound directement, encore une fois, sur le projet immobilier. Les délais, on s'attendait à un certain coût, le coût va augmenter. On ne peut pas rester passif comme développeur sur les actions d'un entrepreneur non plus. Parce que si on fait ça en pensant que la responsabilité sera sur l'autre, le développeur immobilier va automatiquement recevoir quand même la pénalité financière à la fin. Là. On dit le Alors, on est toujours mieux placé d'avoir le savoir et de savoir où agir et comment et les points de contrôle pour éviter. C'est plus facile, guérir est une chose, mais prévenir, c'est meilleur. Puis là, c'est doublement important. Oui, parce que comme tu as dit, Patrice, c'est que là, on tombe
dans une game où que ceux qui étaient déjà problématiques, parce que l'industrie de la construction, l'entrepreneur a de la misère à gérer, d'être en temps réel lui-même dans ses projets. Là, on oublie l'investisseur qui a choisi lui-même, il a de la misère. Lui-même, il a de la misère à gérer en amont. Il n'y a pas nécessairement toutes les ressources, les outils, tout ça, ça va vite, puis go, go, go. Hein, on sait que 85% des PME au Québec, c'est 5 employés moins dans la mise en chantier. On n'a pas toutes des grosses entreprises. Donc, souvent, on magasine un prix, fait que c'est des plus petits entrepreneurs. Ils ne sont pas nécessairement tous équipés. Fait qu'en tant qu'investisseur, celui d'où qui sort le cash, d'où là l'importance de dire, OK, moi, j'aimerais ça que mon projet soit bien structuré puis de les aider. Fait que si vous voyez que, parce que souvent, on magasine un prix. Le prix vient avec tout ça aussi. Donc, c'est de s'assurer de comprendre ce que l'autre doit nous livrer, puis de le suivre là-dedans. Puis s'il n'est pas capable, si toi, tu gères tes propres projets d'une façon, veux pas, tu vas être capable de savoir quoi demander à ton général, ou si toi-même, t'es général, quoi demander directement à tes sous-traitants. Tu sais c'est quoi qui vient impacter ton chantier. Donc, le triangle d'or, que ce soit le budget, les livrables et l'échéancier par rapport à la qualité. OK, excellent. Hey, merci d'avoir mis la table. Une belle table quand même, c'était une belle réponse. Jean-Philippe, est-ce qu'on a ciblé des questions dans le chat pour répondre un petit peu aux gens? En fait, il y avait la question de Véronique qui est un peu au niveau des permis. Là, on est moins dans la planification. Mais je vous la lance. Si jamais vous ne voulez pas répondre, je peux y aller avec une réponse pour avoir fait quelques projets de rénovation. Je peux y aller vaguement. Mais elle demandait en fait un nouveau logement de vide. Véronique, elle désire le rénover. Premièrement, bonne décision. Deuxièmement, est-ce qu'on a besoin d'un permis à la ville? Si on est hors sujet, Emmanuel ou Patrice, vous me le dites, je vais y aller avec ma propre réponse. Vas-y avec ta propre réponse. Moi, je ne suis pas la spécialiste là-dedans. C'est bon. Véronique, je te réponds. En fait, je ne peux pas te dire pour toutes les villes, parce qu'il pourrait y avoir certaines choses qui changent. Mais généralement, en fait, à Montréal, quand on touche le gyps, quand on ouvre un mur, on a besoin d'un permis. Donc, changer les cabinets de cuisine sans ouvrir le mur, on a le droit. Changer un plancher, on a le droit. C'est quand on ouvre un mur à Montréal qu'on a besoin d'un permis. Puis encore là, je dis Montréal, je me réserve, là, ça se peut que les arrondissements aient différentes règles. Oui, exactement. Donc, en fait, la réponse, Véronique, je te donne un comme ça, un pouce, et 10 pouces, mais tu es toujours mieux un petit appel à l'urbanisme. Ils vont être bien contents de te dire si tu as besoin d'un permis ou non. Voilà. Exact. C'est du cas par cas selon les villes, selon les arrondissements. Pour avoir fait des projets, moi, à Pointe-Calumet, à l'époque, tu changeais la toiture, ça ne prenait pas de permis, mais tu changeais une fenêtre, ça en prenait un. Donc, il faut vraiment s'informer à l'urbanisme, comme dit Jean-Philippe, pour être sûr qu'on n'est pas dans le champ, qu'on ne fait pas des choses. Véronique, il y a 99% de chances que tu peux changer ton plancher sans permis. L'habitude d'un plancher, c'est pas mal permis. Good. Vas-y. Une question peut-être plus générale. Louis-Olivier Gervais, bonjour. Quel est le pourcentage que vous utilisez ces temps-ci pour calculer la plus-value annuelle d'un immeuble multilogement? C'est un petit peu hors sujet par contre, mais peut-être Jean-Philippe, une petite réponse rapide pour le satisfaire, puis après on va retourner dans notre rénovation, construction. Okay. Oui, en fait, en ce moment, dans le multilogement, on a deux facteurs extrêmement contradictoires qui se battent un contre l'autre. On a le taux d'intérêt, en fait, qui fait monter le taux global d'actualisation. Donc, on vient demander un petit peu plus de rendement au bâtiment. Hein. La fameuse taux global d'actualisation, qui est la bête noire dans les cours de calcul de rentabilité. Vous pouvez le voir en MRN aussi, multiplicateur de revenus net. Donc, c'est sûr que ça va descendre le multiplicateur de revenus net parce que notre hypothèque est plus élevée, les mises de fonds sont plus élevées. On demande un meilleur retour sur investissement. L'autre chose qui balance complètement en ce moment, c'est le prix des loyers qui explose. Même nous, en fait, on est surpris. On est à un point où est-ce qu'on loue encore plus cher qu'est-ce qu'on se pensait. Pénurie de logements. On n'en construit pas assez, hein, Emmanuel, Patrice, vous le savez. On n'en construit pas assez. Fait que dans l'usager, on a une forte pression sur le loyer. Fait qu'on augmente les revenus, mais en même temps, on demande une rentabilité. Donc, je te dirais, Louis-Olivier, on est quasiment en neutre en ce moment. On va peut-être un petit peu là, perdre la valeur la prochaine année, mais dès que les taux baissent, on va avoir une grosse plus-value au niveau du logement parce qu'on a ces deux balanciers-là qui jouent un contre l'autre en ce moment. En ce moment, je te dirais 0 à peu près, et plus ou moins 1%, mettons, 0. Puis regarde bien les prochaines années, on va revivre encore
bam, une grosse augmentation à cause que toute la roue de la construction est au ralenti. Encore là, nos deux invités peuvent nous renseigner là-dessus. Ce qu'on a senti un petit peu, les gens ils décident de ne pas nécessairement enlever les projets. On a besoin de main-d'œuvre à cause qu'on a une pénurie dans les entreprises. Le chômage est à son plus bas. Fait que tout ça vient s'ajouter que l'immobilier va connaître des belles années. Malheureusement, on passe une butte avec les taux d'intérêt, mais le futur est très prometteur. Oui, merci Jean-Philippe. Vas-y, non seulement très prometteur, mais de mon avis, je pense qu'on est assis sur une mine d'or, ce qui s'en vient, parce que la demande va être très, très forte, puis ça va, comme tu dis, l'élan va repartir parce que les programmes aussi du gouvernement vont avoir probablement des programmes pour relancer l'économie, justement, pour restimuler comme dit votre fondateur à l'époque, c'est qu'il y a eu des programmes qui ont été mis de l'avant pour justement stimuler les entrepreneurs parce que les projets étaient à perte, mais ils finançaient quand même. Il y avait des programmes pour aider parce que sinon, il n'y a personne qui va prendre de l'argent dans ses poches pour dire je veux juste faire des logements parce qu'il en manque. Fait que je pense que oui, Jean-Philippe. 100%. Et là, ça commence, le crédit de TPS pour les constructions neuves en location. On en parlait un petit peu avant. Donc ça commence. Après ça, il y a 3 provinces, Yvan, qui ont suivi le pas avec la TVQ. Le Québec a fermé la porte. On verra si ça réouvrira. Mais c'est tellement un gros problème. On n'a pas de choix, là. Le problème est là. Il faut l'agir. Mais en attendant, en tant que propriétaire immobilier, moi, c'est le but en ce moment, c'est d'accumuler le plus de logements de façon logique, toujours en contrôle d'achat, mais d'essayer d'acquérir des logements, mais sous forme de financement à plus long terme. Parce qu'on sait que les projets d'optimisation, ça ne marche pas ces temps-ci. Les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc, si on y va, on achète intelligemment en ce moment. C'est tellement un bon moment. Je suis content, je t'ai enregistré en octobre 2023. Vous me réécouterez en octobre 2025. C'est sûr que c'est un bon moment d'acheter. Il faut juste bien structurer les financements puis être plus patient qu'on l'a été. La recette d'achat-refinancement au bout d'un an fonctionnait énormément bien durant les 10-20 dernières années. Elle ne fonctionne pas maintenant à cause des situations économiques. Ou la construction, on retournait tous les fonds aussi. Là, on reste dans le sujet. Au niveau de la construction, les gens étaient habitués de retourner tous les fonds plus profit. En ce moment, les gens qui gèrent un petit peu moins bien n'ont pas ces retours-là actuellement. Ça va se rebalancer éventuellement. Excellent. Hey, les amis, quand même, midi 22, on a une question, peut-être, on va y répondre après la série de petites annonces. On a une question sur la RBQ de Hélène Fortier, puis on va la traiter après les petites annonces en rafale qu'on vous présente. Et on commence avec en virtuel ce soir même. Donc, ce soir, on a une soirée découverte pour les jeunes. Donc, vous avez un ado, vous avez une nièce, un neveu, vous voulez même les accompagner, c'est gratuit pour tous ce soir. Donc, parents, enfants peuvent être là et on va démystifier un petit peu l'investissement immobilier pour les jeunes et on va voir que l'immobilier, c'est SIC ce soir. Donc, on reste dans le thème des jeunes. Donc, soyez les bienvenus et allez sur le site pour vous inscrire. Également, demain, avec notre ami Jean-Philippe, peut-être tu peux nous parler de ce qui va se passer demain avec Sébastien, Jean-Philippe? Oui, Sébastien, un de mes investisseurs préférés. Sébastien, qui est un investisseur hors pair, maintenant, s'est redirigé vers des investissements, disons, j'ai le mot anglais sustainable, durable en français. Il essaie d'être carboneutre. Il travaille sur un gros projet aussi à Trois-Rivières. Où est-ce qu'il aurait pu faire énormément de profit en allant dans un projet immobilier standard. Il va plus dans un projet, justement, de durabilité. Faire l'immobilier autrement, Sébastien, je l'adore. Un de mes investisseurs préférés au Québec, du moins que je connais. Donc, à succès et en plus avec des belles valeurs, donc il n'en a pas manqué demain. Donc, entrevue que tu vas réaliser avec lui demain à Montréal, au RIS. Donc, soyez les bienvenus, soyez présents. Ça rouvre à 18h30. Ensuite, on a le 11 octobre en virtuel, notre soirée avec salon thématique. Il va y avoir des experts qui vont être là pour répondre à vos questions, échanger avec vous. Donc, c'est sur Zoom et il y a des salons qui sont ouverts. On va dans les thématiques qui nous interpellent. On enchaîne ensuite avec une formation qui a lieu à Montréal le 13 octobre prochain. Comment faire une vérification 360 avant d'acheter?
Donc, c'est offert par Gilles Laferrière, coach au club depuis 12 ans. Donc, on sait qu'il faut faire une inspection quand on achète un immeuble, mais il y a beaucoup d'autres choses à vérifier. Donc, une belle formation là, de 5 heures où ce que Gilles va en détail sur la vérification diligente, comme on dit. Ensuite, Gilles revient le lendemain sur l'intelligence financière, donc comment améliorer son intelligence financière. On sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font des achats, mais des fois, ils vont payer trop cher pour un immeuble. Donc, comment payer le juste prix pour un immeuble et comment faire des projections. On a un super cruncher élaboré. On a un cruncher de base qu'on a mis au point, moi et Jean-Philippe, mais Gilles a travaillé tout l'été sur un nouveau tableur vraiment très, très, très complet. Donc, on va faire des simulations également, des mises en situation avec des petits groupes et vous allez avoir des exercices à faire en groupe. Donc, c'est à Montréal le 14 octobre prochain. Et la dernière annonce, c'est notre coaching pour les jeunes qui débute le 16 octobre, donc à raison d'une formation d'1h15 en ligne par semaine. Donc, du 16 octobre au 13 novembre, si ma mémoire est fidèle. Et c'est vraiment un beau cadeau à leur offrir à vos jeunes parce qu'on peut leur laisser de l'argent comme héritage, mais si on leur laisse des connaissances, tant qu'à moi, c'est un des plus beaux héritages qu'on peut leur laisser. Donc, ça débute le 16 octobre. Mais je vous inviterai peut-être à être là ce soir pour venir voir un peu la qualité de l'enseignement. Et si vous jugez que ça peut être pertinent pour vos jeunes, ils pourront débuter leur programme de coaching le 16 octobre. Et voilà. Donc, Jean-Philippe, on avait notre question sur la RBQ. Oui, exactement. La RBQ, là, attendez que je la retrouve. Oui, qui peut passer une. On dirait que je sonne comme le père Fouras. Je me disais ça pendant les annonces. Hein? Si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire un Fort Boyard 2, là, je suis prête. Donnez-moi une barbe, puis je suis là. Hélène Fortier, bonjour. Qui peut passer une licence à RBQ? Okay. Réponse assez simple, mais quand même, je vous laisse y aller. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est capable de lire le Code national du bâtiment, puis qui a étudié, soit qui a suivi une des formations qui est donnée à l'OCQ, à l'APEC, ou si c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui est capable qui a déjà géré des affaires dans une entreprise de construction, pourrait être capable de passer une licence. Il ne faut pas oublier le point. Si quelqu'un désire faire des rénovations, une construction d'un immeuble auquel il peut faire un revenu pour la vendre, là, c'est pas juste peu, mais il doit aller passer. Donc, prendre un parcours pour aller chercher les connaissances et aller chercher sa licence RBQ. Pas attendre de se faire pincer par en arrière, de ne pas l'avoir. Ou souvent, ce qui est fait, c'est des joint ventures entre l'investisseur et l'entrepreneur général. En fait, Patrice, peut-être ceux qui font des flips. Donc, si vous voulez faire un flip rénovation, vous achetez une maison dans le but de la rénover et de la revendre. Donc, on flippe une propriété. C'est obligatoire d'avoir la RBQ ou d'être en joint venture, comme disait Emmanuel. Exact. Excellent, excellent. Donc, moi, je me rappelle, il y a 3 semaines, j'étais à Montréal sur la scène, venir parler de certains enjeux. Et vous avez une petite diapositive. Je vais peut-être faire du pouce là-dessus. Oui. Avez-vous ça en tête? Avez-vous ça pas loin? Oui, j'ai tout ça. On a tout ça pas loin. Ben, dans le fond, là, excusez. Il faut apprendre à contrôler les risques financiers. Puis ça, ben, comment on fait pour contrôler nos risques financiers? C'est en sachant puis en connaissant pour mieux agir. Hein? Donc, si tu connais c'est quoi les obligations de ton entrepreneur général ou de tes sous-traitants si tu es entrepreneur général, si tu connais tes risques, les angles morts, ben c'est plus facile d'anticiper le problème. Fait que je vous donne un exemple de problème, puis on pourra jaser de solutions. Tu sais, je suis persuadée qu'il y en a qui ont rencontré ça, qui ont donné un dépôt à un sous-traitant parce qu'on était tous dans le rush d'avoir un sous-traitant. Puis quand on en avait un, ben on s'est dit là, je suis dans mes délais, je veux faire mes rénaux le plus vite, je veux faire mon take-out. On lui donne un dépôt parce qu'il y en a besoin pour aller acheter ses matériaux ou whatever pour être sûr que vous allez le payer. Finalement, il commence puis il ne revient pas. Donc, ça, c'est une problématique qu'on a vu exploser durant la pandémie à cause du manque de sous-traitants
Puis, quand tu en avais un, ben, tu te disais, il faut que je le prenne parce que je ne sais pas le prochain, c'est quand il va revenir. Il va peut-être être disponible si on est aujourd'hui en octobre, peut-être juste au mois de février. Donc, c'est quoi la solution à ça? Bien, c'est là qu'on vient parler de la notion de la gestion en back-office. C'est d'avoir un écosystème de paperasse, ça en prend, de paperasse ou de solutions technologiques ou peu importe. Mais dans ce cas-ci, ça prend une quittance. Ça prend une quittance de paiement qui dit qui accuse réception d'un montant X pour des travaux X. C'est sûr que pour 5 000, pour 2 000, il y a du bon, dis-moi, Manuel, je ne ferai pas signer ça, je ne me ramasserai pas, c'est perdu. Sauf que c'est à vous d'établir vos règles d'affaires, puis où vous êtes confortable avec quoi. Tout est une question de risque. Il y a du monde qui vont gambler 100 000, puis eux autres, ils n'ont pas de trouble. Il y en a d'autres que 5 000, ça leur fait mal. Donc, c'est à vous de voir comment vous vous situez en tant qu'investisseur, puis les risques que vous êtes prêts à prendre. C'est sûr que faire signer une quittance pour 500$, ça commence à être lourd. Par contre, quand vous donnez un dépôt, ben même assurez-vous, vous donnez un dépôt, une quittance, mais vous donnez un dépôt à une compagnie qui existe ou elle n'existe pas. Avez-vous fait votre due diligence? Avez-vous regardé au registre d'entreprise que l'entreprise à laquelle vous faites un chèque ou un virement existe? Est-ce que tout ça, vous avez validé? Y a-t-il vraiment son numéro de RBQ? Je vais vous donner une situation, aussi banale soit-il, une amie qui travaille dans la construction, mais dans le domaine des assurances. Elle comprend cette notion-là parce qu'elle comprend l'industrie de la construction. Elle-même, elle a fait faire des travaux chez elle. Une petite job-in, comme on dit, une petite job-in de moins de 5 000. Elle pogne quelqu'un sur Marketplace ou sur Kijiji, je ne me souviens pas. Le gars, il dit, je m'appelle Patrice Morissette de chez Construction ABC. Fait que, il commence, fait que je vais commencer demain. Fait que là, il rentre toutes ses affaires, mais il vient juste 1 heure ou 2. Puis là, ben, il dit, il faut que je m'en aille, j'ai une urgence, mais je vais être là demain, il faut que tu me donnes un dépôt parce que faut que j'achète les matériaux, je n'ai pas l'argent. Fait que là, il voulait la moitié, puis elle a dit, je ne te donne pas la moitié, elle a donné comme 20 %. Fait qu'elle donne, pas de papier, aucune vérification. Il revient le lendemain, il fait 4 heures, puis il s'en va. Mais là, il dit, là, il faut que tu me donnes l'autre 25 % parce que demain, je vais venir avec un employé, puis il faut que je le paye. Puis là, tu sais, il raconte toute une histoire que, bon, finalement, il ne s'est jamais présenté le lendemain. Fait qu'il a fait comme 4 heures, mais dans le fond, les 4 heures qu'il a faites, c'est juste du gossage pour dire qu'il était sa job. Elle lui a donné 50 %, elle n'a pas fait son due diligence, elle n'a pas fait rien signé, elle l'a payé en cash, elle a perdu cet argent-là parce qu'après, quand elle a appelé chez Construction ABC pour parler à Patrice Morissette, il n'y avait pas de Patrice Morissette. Fait que, tu sais, c'est juste des 2 000, des 4 000, des 5 000, mais quand tu fais un plus petit projet que les marges vont être moins élevées avec les profits plus hauts, bien, c'est toutes des piastres qu'il ne faut pas laisser tomber. Exact. Puis, ça, c'est un bon truc. Il y a aussi la TPS TVQ qu'il faut valider aussi, hein? Oui, ça, c'est un problème parce qu'on est responsable, on peut être tenu responsable de la réclamation des TPS TVQ à une personne, une entreprise qui nous facture avec des numéros. Fait que ça soit un entrepreneur, un sous-traitant, un working foreman, dès qu'il y a une entreprise qui nous charge des factures, des taxes, on se doit de vérifier l'exactitude de ces numéros de taxes-là, puis qu'elle appartient bien au nom à l'entreprise. Parce que j'ai déjà vu ça dans la construction. Là, ce que je vous donne comme truc, puis de solution, c'est parce que je l'ai vécu, là, je l'ai fait, puis où je l'ai vu, où que je travaillais, c'est que des gens qui nous facturaient mettaient un numéro de taxe, mais ils ne leur appartenaient même pas. Donc, quand que le gouvernement a fait une cotisation solidaire, bien là, j'ai le fardeau de la preuve de dire que j'ai fait mon due diligence. Je ne l'ai pas fait, même si l'autre n'a pas fait faillite, il fallait que je paye. Donc, c'est important de valider les numéros de taxes puis qu'ils appartiennent bien au nom de la compagnie à laquelle il y a sa facture. Puis des fois, bien, c'est une Québec Inc. avec une raison sociale, mais la raison, elle n'existe plus. Puis j'ai même déjà vu, tu sais, parce que le monde devient créatif, là. Quand on manque d'argent, le monde devient créatif pour se sortir. Fait que si la construction je vous dis pas que tout le monde est comme ça, mais si la construction est créative, c'est l'investisseur qui va payer. Et vous comprenez?
Donc, deux petits trucs, mais qui peuvent éviter bien des ennuis, des soucis, puis des pertes d'argent. Donc, tu sais, on peut être investisseur, on achète des immeubles et tout ça, on est un bon investisseur, mais quand on rentre dans les rénaux, puis on rentre dans la construction, c'est un autre monde complètement différent. En tout cas, il y a des règles à savoir et on va en parler justement dans le bootcamp. Emmanuel et Patrice, le 20 et 21 octobre prochain, lors du bootcamp, de paquets de trucs qui vont être donnés. Pouvez-vous nous parler, dans le fond, de ce bootcamp-là? Patrice, vas-y donc, je vais te laisser parler. Oui, Moi, je vais partir. Tout ce qu'Emmanuel vient de mentionner là, dans les faits, là, c'est qu'il faut savoir. D'entrée de jeu, on a dit que vous ayez votre licence RBQ ou non, vous devez savoir en amont ce que ça comporte un projet quand vous en avez dans vos immeubles, parce que vous serez impacté si vous ne le savez pas, puis vous ne savez juste pas quand. Puis avec l'état actuel des choses, bien, ça pourrait mettre en péril, dans certains cas, un projet entier, là, parce que ça va très, très rapidement avec l'état de l'économie actuelle. Alors, ce qu'on dit, c'est ce qu'on présente dans le bootcamp, c'est comment vous allez pouvoir connaître et contrôler vos risques financiers, légaux et de gestion dans vos projets. Fait que des choses importantes à savoir, on a parlé des numéros de taxes. Ça en est un exemple. Bien, vous êtes obligé, selon la loi, de vérifier vous-même les gens qui vous facturent. Si vous facturent, c'est vos numéros de taxes. En business, c'est vrai dans tous les business. Mais des sujets comme ceux-là, du point de vue légal, il y en a plein. Et là, les gens peuvent être submergés, mais c'est important. Alors, à travers le bootcamp, à travers la méthode de ce qu'on appelle gestion des projets, on s'assure qu'à chaque étape, le avant, le pendant et le après, que les gens ressortent avec l'information pertinente pour s'y retrouver dans tout ce qui est à contrôler en termes de risque, qui va toucher le financier, le légal et la gestion, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle mort ou de contrôler ce qui pourrait être un angle mort. Et ça, il y en a une panoplie. Là. Pendant 13 heures de temps, il y a des experts aussi qui viennent nous accompagner dans le lot. Et là, les gens ressortent avec beaucoup d'informations et en principe devraient être beaucoup plus en sécurité dans leur propre gestion de projet pour aller chercher leur économie. Tout ça aujourd'hui, dans l'économie actuelle, tous ceux qui sauront mettre un peu d'heure dans la rigueur, la connaissance et la rigueur, c'est ceux qui vont en sortir gagnants de la crise qu'on a aujourd'hui. Merci, Patrice. J'étais en train de lire la prochaine question, mais je voulais rajouter un petit point. Là. Si votre but est de rénover un logement ou une maison ou un immeuble, c'est sûr que vous devez, tant qu'à moi, c'est un must d'être là le 20 et 21 octobre prochain lors du bootcamp de chantier parce que les chiffres sont gros en immobilier, même chose en construction. Une petite erreur de 5 000, c'est pas trop long. Ça se produit assez... Rapidement, ça peut être 2-3 erreurs aussi durant un projet. Donc, je pense que 595 $ bien investis. On a un réservé tôt, là, un early bird, donc pour ceux qui vont s'inscrire avant le 6 octobre prochain, donc d'ici vendredi, 100 $ d'arabais sur la formation. Donc, 150 même. 150, oh, OK. Ben oui, on est généreux, là, 150, parce que c'est le dernier de l'année, Yvan. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, c'est le dernier, puis on verra l'année prochaine au printemps quand il va sortir, mais ça vaut la peine, là. OK, excellent. Donc, on va faire une petite série d'annonces pendant que Jean-Philippe cible une ou deux questions. On a justement parlé là, du bootcamp de chantier, comme on vient de dire, 20 et 21 octobre prochain, c'est à Montréal. Donc, et voilà. Ensuite, on a le 19 octobre en virtuel, IMO inspirant au féminin. Donc, je dis on, mais c'est pas moi, c'est Lise Lantin, ma conjointe, et Manon Paquette, co-animatrice, vont recevoir Amélie Jalbert, qui est de l'Abitibi, donc à Val-d'Or. Elle a une belle progression, rendue à peu près une 60aine de portes, fait son coaching régulier 2 fois, son avancée 2 fois. Donc, à chaque cours, partait de Val-d'Or, on faisait un 6-7 heures de route pour venir apprendre et revoir certaines notions qui n'avaient peut-être pas rentré la première fois ou qui n'étaient pas rendues dans son processus. Bref, elle va nous partager une partie de son parcours et ça risque d'être fort intéressant. Et on peut joindre, dans le fond, les femmes en immobilier-CNIQ sur Facebook, un groupe privé qui va vous permettre d'être présentes, mesdames. Ensuite, on poursuit le programme Élite à Montréal ou en virtuel le 21 octobre. Donc, le coaching a déjà débuté. Il y a déjà 2 cours de fait. Ceux qui veulent joindre le cours numéro 3, c'est possible de le faire sans perte de matière parce que le cours numéro 1 est reprenable le 18 et le 19 novembre prochain à Montréal en présentiel. Et le cours numéro 2 peut être repris dans un autre groupe où on vous envoie l'enregistrement. Donc, il reste quelques jours. D'ici le 28 octobre, le groupe va être fermé. Donc, avant-dernière chance de joindre le groupe. Ensuite, le 28 octobre prochain,
On a initiation à l'immobilier commercial qui est donnée, entre autres, par notre coach Jean-Pierre Dussault, accompagné de Laurent Paquin, courtier immobilier chez PMML, et Brian Fadoul, courtier hypothécaire chez PMML. Donc, un autre monde que le résidentiel, que le multilogement. Commercial, c'est un autre monde. Il faut connaître les bases pour être capable de bien faire les choses, éviter les erreurs, faire des bons coups. Donc, c'est à Montréal le 28. Ensuite, on enchaîne avec notre semaine à Miami. Donc, à investir en Floride du 26 au 3 décembre prochain. Ceux qui veulent avoir plus de détails là-dessus, on a fait un lunch immobilier il y a 3 semaines, 1 mois avec Nicolas Lapointe, qui est dans le fond le conférencier principal. Il va être accompagné de d'autres experts, évidemment, durant cette semaine-là. Donc, allez voir le lunch, vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Et ne tardez pas trop parce que les places se bookent quand même assez rapidement. Donc, avis aux intéressés qui veulent peut-être fuir la froideur du Québec au mois de novembre-décembre et peut-être s'acheter un pied à terre qu'ils pourront louer quand ils ne sont pas là. Donc, il y a plusieurs façons de tirer son épingle du jeu. On va apprendre ça durant cette semaine. Ensuite, avant-dernière petite annonce, la semaine des millionnaires qui approche à grands pas du 1er février au 8 février prochain. Donc, destination surprise, on vous attend. On va être environ 150 investisseurs. Aller faire de la formation, aller se motiver, aller prendre du soleil, faire du réseautage, faire des contacts pour apprendre comment mieux investir. Donc, c'est la 19e édition. Donc, on a bien hâte de vous revoir là. Et on termine avec, dernière petite annonce, on a notre boutique de livres qu'on vous invite à visiter pour garder votre coffre d'investisseurs. Donc, à peu de frais. On peut faire de la lecture, faire des cadeaux vu que Noël s'en vient. Donc, petit outil fort intéressant à peu de frais qui vous permettent, dans le fond, d'améliorer vos connaissances. Et voilà. Jean-Philippe. T'es déjà rendu à Noël, Yvan? Oui, bien Noël s'en vient vite. Il va y avoir des cadeaux à faire. On va faire des petits bundles, 3-4 livres ensemble. On donne ça en cadeau. Donc, l'été vient de commencer dehors. Ah ouais. 27 encore cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Ma piscine est encore chauffée. En tout cas. C'est bon. La question de David. Dit à la base, un bon entrepreneur, c'est une longue question, je vais la résumer. Il dit devrait avoir différents comptes dans différentes entreprises. Fait que de demander un dépôt sur des matériaux, est-ce que ça vous flague quelque chose? Parce que normalement, il devrait évidemment avoir des comptes, donc il est capable d'aller acheter les matériaux sans avoir de dépôt. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr, ça dépend c'est quoi exactement, il y a dépôt sur quoi. Parce qu'on voit ça sur des projets qui vont changer les fenêtres. Il y a du monde qui va demander des dépôts, quincaillerie de porte, tout ce qui est custom, qui est sur mesure. On va demander des dépôts. C'est la norme parce que si vous ne prenez plus la commande ou si vous backez, bien, la personne reste pognée avec le stock. Donc, ça, c'est des pratiques courantes, que ce soit du verre, des rampes, il y a des types il y a des catégories. C'est sûr qu'il faut qu'elle achète ces choses chez Home Depot. Ça se peut qu'il y ait des comptes ouverts, mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement tout le crédit pour s'ouvrir des comptes, mais c'est des bons, quand même, des bons fournisseurs, des bons sous-traitants. Ça peut être un flag, oui, mais je pense que c'est pas nécessairement... c'est pas automatique. C'est ça, pas nécessairement automatique. Oh ben. Cool. Ce que l'on voit là, en association, il y a un timing actuel fort aussi là, dans la construction actuellement où il y a une pression là, qui se fait dans les paiements, dans tous les paliers entre les généraux et les spécialistes, là, les spécialités, qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens dans les spécialistes qui n'avaient pas de recevables, puis soudainement, ils ont des recevables maintenant. Ils prennent des contrats avec des grands donneurs d'ordre. Les grands donneurs d'ordre commencent à moins payer. Il y a une pression dans le marché. Fait que c'est sûr qu'au-delà de ça, actuellement, là, c'est très difficile. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que certains entrepreneurs qui gèrent mal vont probablement disparaître. Parce que maintenant, ils ont tellement de retard de paiement qu'ils ont de la misère à gérer leur propre cash flow. Ouais. La grande communauté doit se tenir actuellement. Oui, c'est ce que je me demande aussi, en fait, si je bonifie. Est-ce qu'on voit des... vous êtes dans le milieu, là, sans nécessairement être évidemment concerné, mais y a-tu les paiements s'étirent-tu un peu? On voit-tu que les gens, ça commence à tirer un petit peu plus la couverte de leur bord ou
Ben, ça dépend, c'est toujours, ça revient encore au triangle. Tu sais, si tu n'as pas rentré dans ton budget d'un livret, à un moment donné, tu vas être impacté, mais c'est pas nécessairement, ça dépend, tu fais-tu des projets publics, tu fais-tu des projets privés, tout ça vient en ligne de compte, mais si je peux vous parler, partager, on a un client présentement qu'eux autres, il y a une problématique parce que le take-out n'a pas sorti comme il faut quand ils ont fini de construire depuis le mois de juin. Puis là, ben, ce qui était dû à leur partner qui était entrepreneur général, mais là, toute la pression est rendue sur lui. Mais lui, il n'a pas l'argent de ses partners parce que tout l'argent est à la banque qui est supposé d'être refinancé puis qui ne passe pas. Puis là, il n'y a plus d'argent à remettre dans le projet. Fait que là, la problématique est en train de... fait que c'est sûr que si le gars, l'entrepreneur général, que normalement, il ne demandait pas de dépôt puis qu'il ramasse un autre job, bien là, ça se peut qu'il négocie d'avoir parce que justement, comme tu dis, l'argent est resté dans les recevables. Oui, exact. Ben, je pense que ça va être une situation qui va se vivre plus fréquemment avec les take-outs qui sont moins qu'espérés. Fait que c'est quelque chose de très fréquent. De là, l'importance d'avoir nos papiers, d'avoir nos quittances, parce qu'on n'a jamais de problème jusqu'à temps que le problème nous frappe. En assurance, des fois, il y a des gens qui disent « moi, je n'ai pas besoin de ça. » Ben non, tu n'as pas besoin d'assurance jusqu'à temps que tu passes au feu. Ça peut prendre 20 ans avant que tu passes au feu, mais quand tu vas passer au feu, si tu n'es pas bien couvert, ça peut te coûter peut-être beaucoup cher. Absolument. Fait que tu vas avoir travaillé ça toute ta vie pour arriver peut-être à un bout, puis manquer quelque chose que tu dis « j'ai roulé là-dessus pendant 20 ans, ça allait bien. » Tu sais, souvent, parce que là, on tombe dans le cours des grands, je dis toujours ça, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont poussé des entrepreneurs en construction durant la pandémie parce qu'il y avait un manque. Fait que quelqu'un partait avec son coffre à outils et dit « ben moi, je me pars une business avec 2 de mes chums puis on cost plus, on facture. » Là, on n'est pas dans cette gang-là. Là, c'est du jamais vu dans la construction des jobs à cost plus comme qu'il y a eu. Là. Tout le monde veut donner du forfaitaire. Il n'y a personne qui veut avoir... C'est un chèque en blanc du cost plus. Là. Donc, tu sais, ça devient... Là, on tombe dans le cours des grands puis je pense que de comprendre ce qui se passe, c'est important. Tu as nommé quelque chose, Cost Plus, tout ça, à forfait, c'est des choses qu'on va voir là, durant le week-end, les types de contrats qu'on peut donner, les avantages et désavantages de chacun des types de contrats. Bien, on en parle, on fait un survol, oui, mais oui, on en parle, on fait un survol là-dessus, oui. Excellent. On va procéder à nos tirages. Peut-être, je vais vous poser une question après. Mettons un conseil ou une erreur que vous voyez fréquemment chez les investisseurs en rénovation ou en construction. Puis peut-être un petit conseil pour terminer, mais on va faire nos tirages. Puis après, je vous reviens, Patrice et Emmanuel. Donc, on a 250 $ de rabais sur le coaching du programme Élite. Comme j'ai dit tantôt, le prochain cours est le 21 octobre et on a une gagnante ou une gagnante qui est Patrick Dumont. Donc, félicitations, Patrick. Tu peux réclamer ton prix en contactant Julie au bureau, en allant sur le site du club. On a aussi un 250 $ de rabais sur investir à Miami, investir en Floride, donc la semaine à Miami qui a lieu, j'ai parlé tantôt. Et on a un gagnant ou une gagnante. Notre bénévole Marie-Julie à Québec. Félicitations, Marie-Julie. Donc, tu pourras l'appliquer sur le programme Élite avancé, vu que tu fais déjà le coaching. Donc, tu pourras te prévaloir de ça. Et on avait aussi une formation vedette. Donc, notre formation vedette de la semaine, on a un code promo pour vous qui se termine ce soir. Donc, ceux qui veulent faire des flips et apprendre sur les flips, une belle formation en ligne disponible, donc en préenregistré à votre rythme. On peut l'écouter comme on veut, le nombre de fois qu'on veut. Et c'est en vigueur jusqu'à 23h59 ce soir. Et le code promo est FLIP, donc FLIPS en petites lettres pour 25% de rabais. Donc, et voilà. Jean-Philippe. Yes, c'est pas toi qui devais revenir après les annonces pour quelque chose? Ben, je ne sais pas si tu avais des petites questions, mais on avait aussi la question que j'avais posée sur les conseils ou des erreurs que vous voyez fréquemment. Ben moi, les erreurs que je vois fréquemment, c'est que les gens ignorent ou qui minimisent l'importance des documents administratifs comme les contrats, les assurances, les factures. Tout ça, c'est, je peux vous dire, 90% des entrepreneurs en construction au Québec. Il y a de la paperasse au Québec? Il y a des reliés à la paperasse aussi.
Nul ne peut Comme en ignorer problème, la les loi. gens ne doutent pas que le problème leur appartient. Ils pensent souvent que le problème ne leur appartient pas. Puis là, ils lèvent les yeux sur la validation. Puis la première base, puis je suis 100% d'accord avec ce qu'Emmanuel dit, ce qui est relié à la paperasse, c'est de connaître l'obligation et d'aller faire une vérification ou là, de faire une poignée de main. Ouais. La poignée de main n'est pas suffisante. Allez vérifier jusqu'au registre tous les documents qui sont nécessaires. On a des clients qui ont bâti sur des terrains qui n'avaient pas le bon nom de propriétaire sur le terrain. Ça va très, très loin, tout ça, là. Pas le bon cadastre, il y a bien des affaires. Là. On signe, c'est beau, puis ça va loin. Aïe. Ouais. Rigueur, connaissance et rigueur. Connaissance et rigueur. Est-ce qu'on prend ça comme un conseil donné aux gens? Checkez votre numéro de l'eau avant de construire. Tu ris, mais c'est pas loin de ça qu'on a vu. Là, on a des clients. Là. Puis en plus, c'est que un autre conseil que je peux donner, là, ça va vite, le numérique, l'intelligence artificielle. Let's go! Ça va bien. Mais c'est parce qu'avant de mettre tout ça dans une solution technologique, si tu ne sais pas c'est quoi la base, comment tu peux t'assurer que la solution technologique que tu choisis répond bien à tes besoins? C'est quoi les fonctions de ton entreprise? Comment tu la gères? C'est quoi les fonctions pour gérer un projet de construction? Hein? C'est quoi les fonctions pour gérer un projet de construction? Est-ce que si tu es entrepreneur général, puis tu donnes toi-même tes contrats, c'est quoi suivre les dessins d'atelier, les QRT? Est-ce que ton logiciel, quand le monde dit ça fait de la gestion de projet, oups, ça veut dire quoi, gestion de projet? Ça veut dire beaucoup de choses. Pour un, n'est pas nécessairement pour l'autre. Donc, toute la paperasse, le processus d'approbation, les lois, ça doit être dans la solution technologique. Il ne faut pas que ça vienne alourdir, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la même façon de faire papier, puis on la met dans une solution technologique, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Il faut comprendre notre modèle, nos règles d'affaires, puis là, on met ça en solution technologique. Puis ça ne va pas juste en gestion de projet de chantier, ça va en gestion back-office. Puis tout ça doit être harmonisé, ça doit être interdépartemental, parce que les deux, ils sont automatiquement impactés. Si ma comptabilité n'est pas en temps réel, mon coût de projet ne sera pas en temps réel. Si mon coût de projet n'est pas en temps réel, ma comptabilité ne le sera pas. Fait que voyez-vous, c'est comme ça doit être. C'est une des problématiques numéro 1 dans la construction au Québec, c'est que ce n'est pas interdépartemental. Donc, c'est vraiment séparé, c'est comme deux mondes. Tu as la comptabilité, tu as la gestion de projet. Puis c'est là qu'on arrive à des dépassements, puis c'est l'enjeu numéro 1, je pense, dans des entreprises. Hein, Patrice, vas-y. Oui, ben en fait, c'est tout l'aspect gestion. Tantôt, on disait qu'il y avait trois aspects, le financier, le légal et gestion. Tout ce que Emmanuel dit, pour moi, c'est la strate de gestion. Fait qu'il y a des efforts de rigueur dans ces trois niveaux-là. La partie paperasse dans le légal que les gens ne savent pas, ben c'est ça. La partie légale est aussi importante. Fait qu'il c'est la rigueur dans les trois niveaux. Puis les gens se donnent trop de poignées de main sur la connaissance des gens sans aller faire leur travail de fond de la business, puis d'accepter d'investir du temps qui est peut-être lourd au départ, mais c'est eux autres qui seront les gagnants après. Fait que le pouvoir, la connaissance, c'est le pouvoir. Là. Alors là, on va pouvoir accélérer. Je répète, tous ceux qui seront capables de comprendre les éléments essentiels entre la gestion, le légal et le financier dans leur projet seront ceux qui seront les gagnants après la pression économique qu'il y a actuellement. Puis quand le rebound que Jean-Philippe parlait tantôt, que ça va partir, ils sont les premiers dans le train. Moi, dans le premier wagon. Excellent. Merci. C'est fort, ça. C'est fort. Oui, c'était un beau mot de la fin, mais je vais quand même le laisser à Emmanuel. Un petit mot de la fin pour les gens qui sont ici ou qui vont nous écouter en rediffusion. Bien, moi, je vous invite vraiment à venir nous voir le 20-21, de vous inscrire. C'est un no-brainer. Une pépite d'or que vous venez chercher, c'est vous allez sauver des milliers de dollars. Une erreur, des erreurs, on en fait toutes. Venez apprendre de quelqu'un qui a vécu le terrain, qui l'a marché, qui a vu des erreurs, qui en a fait. C'est la formation à suivre. Si vous ne savez pas laquelle choisir, il y en a ailleurs. C'est celle qu'il y a à choisir avant la fin de l'année pour venir stabiliser vos fondations parce que c'est le pilier de tout projet.
Ah, beau mot, beau jeu de mots avec la construction, bravo. Bravo. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, Patrice, Emmanuel, fort intéressant. Restez quand même, on va vous descendre de l'écran, mais restez là, on veut vous parler après. Donc, merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe, petit mot de la fin. Ben, en fait, je pense que c'est très bien dit. Hein. Tu sais, on faisait dans le LEVIC, qui est une autre association, là, plus au niveau de la construction immobilière. On rencontrait plusieurs constructeurs. Je pense que le mot était avant, on construisait n'importe quoi, on faisait pas attention et à la fin, on faisait de l'argent pareil. Quand on a une contraction de marché comme ça, c'est là où est-ce que les gens bien outillés, en fait, vont sortir leur épingle du jeu, là, ceux qui ont bien planifié, ceux qui connaissent bien les règles, etc. Donc, comme disaient si bien Emmanuel et Patrice, c'est eux qui vont faire de l'argent. Puis des gros joueurs, là, on a été visiter des gros bâtisseurs, puis c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient avant ça, on pouvait éviter plein de choses. On faisait le 80-20, on se contentait du 80, puis ça fonctionnait bien. Maintenant, il faut le 100%. Fait que définitivement, Emmanuel et Patrice apportent des bons points là, à ce niveau-là. Effectivement, tout se complexifie, puis c'est pas juste dans la construction. Tu sais, comme tu disais, à l'époque, ils faisaient peut-être n'importe quoi à peu près, puis ça fonctionnait, mais là, tout est réglementé, tout est de plus en plus complexe, tout va plus vite. On voit la même chose avec les communications Internet. Avant, tu avais un site web, puis ça fonctionnait. Mais à Star Wars, il y a la loi 35, la loi C28, tout est de plus en plus complexe. Donc, il faut être informé pour être capable de tirer son épingle du jeu. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble au bootcamp en octobre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Philippe. Nous, on se dit au 16 octobre prochain. La semaine prochaine, c'est le 9 octobre. Donc, on jeûne et le club va jeûner de lunch immobilier. On se revoit le 16 octobre avec Laurent Paquin de PMML qui va venir nous parler d'immobilier commercial, un autre marché, un autre créneau fort prometteur si on sait comment s'y prendre, évidemment. Donc, il sera là pour répondre à vos questions. Très compétent, très sympathique et on a bien hâte de le recevoir. Donc, le 16 octobre prochain. Sur ce, merci beaucoup à tous. Bonne semaine. Go, go, go. Bye.